La loi internationale atteste que nous sommes tous égaux face à la loi, donc, et nous avons le droit à la protection égale face à la loi. De plus, donc, la loi a justement prévu cela, la protection des droits, donc les constitutions Yet, in practice, criminal justice systems sur la protection de la justice. Cependant, beaucoup de pays dans le monde discriminent encore et criminalisent de manière disproportionnée les gens qui sont marginalisés à cause de leur situation sociale, de même que d'autres caractéristiques telles que la race, les handicaps, la nationalité, le genre et l'orientation sexuelle. Donc, dans ce panel, nous allons avoir aujourd'hui un incroyable groupe d'orateurs qui vont mettre en lumière les différentes causes des disparités dans les systèmes de justice et les manières dont le système de justice criminelle, donc y compris de l'arrestation au tribunal à la prison, justement. Ces panels vont aussi attirer l'attention sur le groupe d'experts de la part du gouvernement, de la société civile et de universitaire, y compris ceux qui peuvent fournir l'assistance pour cela, sur des mesures concrètes qui vont aussi bien réduire l'existence et l'impact de la discrimination et des inégalités. De plus, bien qu'il y a eu des progrès et plus d'attention sur l'inégalité et la discrimination dans les systèmes de justice, les données nous montrent que la disparité dans le traitement dans les systèmes judiciaires ne fait qu'empirer, démontrant ainsi le besoin d'une attention critique. Notre panel va aussi parler du besoin d'établir un groupe international d'experts du gouvernement, de la société civile et du monde universitaire et de la recherche et des gens qui ayant de l'expérience pour assister la manière d'aller de l'avant sur comment traiter ce problème. Cet événement est organisé par la International Legal Foundation avec l'appui de l'Afrique du Sud, les États-Unis et le Bureau des Nations Unies du Haut-Commissaire aux droits des humains, le Bureau du défendeur fédéral, le Bureau de l'UNEA, et la campagne pour discriminer la pauvreté et le statut social, Amnesty International, le Penal Reform International, l'Open Society Foundation, la section kenyane de la Commission internationale des juristes et le consortium international RAC. Je voudrais bien sûr souhaiter la bienvenue à notre premier orateur, notre collègue aussi d'Afrique du Sud, qui est aussi le président de l'assistance judiciaire en Afrique du Sud. Chers collègues, vous êtes le bienvenu. Merci, chers invités. Et merci donc de me permettre d'être votre premier orateur. Monsieur John Jeffries, quand il a s'adressé à une conférence sur la criminalisation de statut, a appelé à la réforme de la loi afin que les personnes marginalisées ne soient plus arrêtées dans le cadre de la criminalisation de l'homosexualité ou du travail du sexe. En septembre 2022, plusieurs experts de plusieurs pays ont adopté par consensus une déclaration sur la criminalisation contre la criminalisation de l'inégalité dans le système de justice criminelle pour étudier les manières et les façons de gérer cette crise et de décriminaliser le statut et la pauvreté. Cette commission a cherché en 2009 travailler sur la décriminalisation et ce n'est qu'en 2022 que la loi a été acceptée pour publication contre la criminalisation du travail du sexe. Pendant l'expérience de l'Afrique du Sud a vu une arrivée massive de réfugiés des pays avoisinants tels que la Zambie. Il y a eu également une grande arrivée de personnes de pays avoisinants, des gens qui cherchent du travail et qui se retrouvent utilisés, exploités en tant que travailleurs du sexe en Afrique du Sud.
La section 12B de la Constitution autorise chacun à avoir une protection et à être protégé. La section 22 de la Constitution a été à forcer les gouvernements à travailler à trouver une solution pour légaliser le travail du sexe. Tout le monde a le droit d'utiliser leur profession ou leur occupation de manière libre. La pratique d'un commerce ou d'une activité professionnelle peut être réglementée par la loi. Le travail du sexe n'est pas uniquement un commerce. Et les personnes qui ont choisi d'exercer cela comme euh, euh, exercice et comme profession, de même la criminalisation de ce commerce prive les personnes de leur liberté et de la sécurité et de ne pas subir de discrimination et leur garantit le droit à l'égalité. Les statistiques prouvent que ce sont les pauvres et les personnes qui n'ont pas de travail qui subissent ces injustices et souvent aussi ce sont des mères qui ont des enfants en bas âge et qui les exposent aux arrestations et donc met en danger la vie de leurs enfants. Cher Président, être convaincu ou sanctionné pour un crime, cela porte une stigmatisation et cela veut dire que cette personne ne peut plus être employée puisqu'elle a un casier judiciaire. Une fois que ce travail sexuel, de sexe est réglementé, cela garantit la protection et en fait, justement, la criminalisation de cet exercice crée une discrimination, une stigmatisation. Les activités clés dont l'une est la finalisation des processus législatifs afin de décriminaliser le travail du sexe. Le gouvernement est convaincu des groupes et de même que les ONG que la promulgation de ces législations vont garantir la liberté d'exercice, va assurer la protection à travers des organisations professionnelles, également garantir le droit à la santé, la liberté, également la protection contre les arrestations abusives. En Afrique du Sud, nous avons été les premiers à mettre en place un groupe d'experts afin de délibérer sur les détails des réglementations qui contrôlent le travail du sexe. Nous pensons que ce travail de ces groupes doit inclure des personnes, des juridictions qui libéralisent le travail du sexe. Merci, juge Massoumé. Vos remarques montrent justement comment les systèmes criminalisent souvent les victimes plutôt que de traiter ça et les besoins de faire cela. Et je suis heureux que vous avez aussi rappelé que nous sommes ici pour avoir une résolution qui a été faite pour nous assurer de faire cela, pour s'assurer qu'un tel groupe d'experts est réuni pour tracer le chemin de l'avant. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter Madame Dominique Day. Elle nous rejoint en ligne. Donc, elle est un membre distingué du groupe de travail des membres de descendance africaine. En tant que membre de cela, elle a étudié les conséquences de la discrimination raciale dans différents pays. Elle va partager avec nous certains de ses commentaires sur cela, sur la discrimination raciale, donc sur les principaux facteurs de l'injustice raciale dans le système de justice pénale. Madame Day, vous avez la parole. Merci. Merci de m'avoir inclus dans cette conversation. C'est un privilège de pouvoir me joindre à vous ici, même à distance. Je vais ajouter une chose, c'est qu'on l'a déjà fait, c'est de réconcilier notre engagement vers
faire les droits humains avec notre complaisance et permettre aux bonnes intentions en fait de remplacer les vraies solutions. Et souvent, nous allons en profondeur donc les garanties qui existent dans la promotion et la protection des droits humains et offertes sans discrimination et dans toutes les communautés. Dans beaucoup de domaines, ceci est un problème qui devrait être fourni en fournissant l'assistance juridique, mais donner l'accès à la justice nous nécessite qu'on fasse aussi face au fait combien cela est ancré chez nous dans beaucoup de pays et dans toutes les régions. L'administration de la justice a permis au racisme systématique de persister comme un principe opérationnel dans beaucoup de pays, y compris les pouvoirs mondiaux de l'Ouest, de mettre cela comme mécanisme donc, pour assurer la hiérarchie raciale. Malheureusement, ces injustices demeurent aujourd'hui. Donc, nous, tant qu'au travail, nous souhaitons bienvenue cette résolution donc, qui montre l'engagement pour l'égalité et l'équité, donc y compris l'accès à la justice, à l'assistance juridique. Donc, c'est un domaine où l'assistance judiciaire peut briller. Donc, ça peut avoir l'expertise locale pour donner un contenu légal à cela. Donc, pour de bonnes pratiques existent et ça, c'est des leçons apprises durement par tout le monde dans le matière. Nous avons vu que l'accès à la justice est la meilleure manière. Donc, je vois beaucoup d'esprits ici avec tous ces esprits dans la salle peuvent vraiment faire la différence. Et ceci est encore très vrai, que ce soit notre engagement contre le racisme systémique qui a été inclus dans notre système de justice administrative. C'est tellement ancré que nous pouvons le mesurer partout. Là, nous avons les données, y compris dans l'assistance juridique. Donc, dans ce but, pour éradiquer le racisme dans l'accès à la justice, nous devons faire face à cela. Donc, comment cela est un accès et comment cela continue. Donc, pour continuer cela. Et l'expertise commence à avoir de décoder le racisme systématique qui existe entre nous déjà. Ça, si nous savons où chercher, donc, y compris avec ceux qui ont une expérience vécue pour contribuer leur expertise à ce problème. Donc, en fin de compte, la résolution et notre engagement doit être clairement que ce n'est pas juste de bonnes intentions, mais aussi de bonnes clôtures, parce qu'il y a un poète dans mon pays qui dit que les bonnes clôtures font les bons voisins. Donc, on doit aussi souligner la construction de consensus. Et dans ce sens-là, nous devons demander qu'est-ce que cela veut dire d'avoir des consensus clairs sur cela, consistantes avec nos valeurs, donc pour cela, avec l'égalité. Merci beaucoup. Merci, Madame Day, pour cela, d'avoir donc ce point sur vous nous avez rappelé de la nature endémique du racisme et combien cela est basé en profondeur et pour nous assurer que nous sommes tous conscients du fait que nous avons tous un devoir pour continuer à démanteler cette forme de discrimination et de racisme dans nos systèmes de justice pénale à l'échelle mondiale. Merci beaucoup. Notre prochaine conférencière est Madame Livia Caceres, coordinatrice pour la justice raciale du Bureau national de la politique en matière de drogue du ministère de la Justice au Brésil, qui nous parlera du travail incroyable qu'elle et son bureau accomplissent pour essayer de traiter la consommation de substances en tant que problème de santé publique plutôt qu'un problème de justice pénale. Et donc, Madame Caceres, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais remercier donc, le juge Mambo et l'ALF pour cette opportunité de participer à cet événement. Donc, et partager notre expérience brésilienne dans le contexte du système de justice pénale et la politique de drogue. La politique de drogue est liée au mécanisme pour cela, donc, et de racisme. Donc, le modèle de la lutte contre la drogue confronte ou se renforce les systèmes et pose un problème donc, de trafiquants de drogue comme étant ennemis de la société. Les stratégies de politique publique divise les personnes en deux groupes, ceux qui méritent la protection de l'État et ceux qui pourraient souffrir du dommage collatéral de la répression. Historiquement, le Brésil a choisi de ne pas adopter de législation qui institutionnalise la ségrégation raciale, donc et de ne pas faire face donc, dans la question raciale dans son ordre constitutionnel. Dans ce contexte, la loi criminelle pénale a
joué un rôle clé pour cela et pour contrôler aussi l'immense population noire après l'abolition de l'esclavage à la fin du 19e siècle. Donc, la technique locale pour ça, dans la pratique légale, etc., nous assurer qu'on a pu maintenir les personnes noires dans une position d'infériorité et de marginalisation. Le phénomène de l'incarcération et, le fait qu'il y ait des morts violentes sont directement liés à une politique sur les drogues qui affecte directement l'accès aux droits des personnes noires au Brésil. Bien que les données raciales sur la population pénitentiaire est encore dramatique et certainement sous-reportée. Les rapports les plus récents nous informent qu'au moins 70% de cette population carcérale est noire. Pourquoi est-ce que bien que les Noirs ne représentent que 56% de la population brésilienne en particulier, il y a une augmentation de la population carcérale féminine au cours des années avec le nombre de plus de 4000 femmes emprisonnées dans le pays. Donc, le chiffre le plus élevé jamais enregistré. Donc, les crimes liés à la drogue représentent un tiers des prisonniers. Parmi les femmes, c'est encore plus élevé. Plus de la moitié de ceux qui ont enlevé la liberté sont liés à des crimes de trafic de drogue. En fait, les crimes sur la loi sur la drogue sont la plus grande cause d'incarcération au Brésil. L'utilisation de la drogue est encore criminalisée au Brésil aujourd'hui et le manque de critères objectifs pour distinguer la possession de la drogue pour consommation personnelle et le trafic de drogue mène à un impact discriminatoire de la loi, de même qu'une accélération drastique de l'incarcération. Des arrestations massives basées sur la loi sur la drogue sont concentrées. Donc, la figure de petits trafiquants et utilisateurs et affecte principalement les populations noires et pauvres ainsi que les femmes vivant dans la pauvreté. Ceci est le résultat d'une pratique institutionnellement raciste des forces de sécurité et du système de justice pénale, tel que la très grande présence policière dans les zones pauvres. Donc, des recherches dans des maisons qui sont contre la loi. Une enquête à Brasilia a montré que le facteur racial, de même que le social et genre, révèle que d'autres éléments de conduite qui sont impliqués par le système de justice, tels que la quantité de drogue saisie ou le rôle des agents dans la structure du crime organisé. Une autre dimension des violations systématiques des droits effectuées par l'État brésilien dans la lutte contre la drogue, c'est le modèle quasiment de guerre de la police, du travail de police, en pratique sur les territoires noirs, ce qui a fait que le Brésil a été entendu à la Commission interaméricaine des droits de l'homme sur le génocide en cours des jeunes noirs dans le pays. Le secrétariat national sur la politique sur des drogues comprend qu'il est fondamental d'améliorer l'accès à la justice dans le contexte de la politique de lutte contre la drogue, afin de lutter contre le scénario d'injustice qui existe dans le domaine de la police pour la lutte contre la drogue. Nous sommes prêts pour prioriser les soins de santé avec le respect pour l'autonomie individuelle ainsi que la protection de la liberté et de la liberté des Brésiliens. Nous considérons aussi la qualification des normes de preuve qui est utilisée par la justice brésilienne pour accuser les jeunes noirs, donc aussi travailler sur le travail de la police comme étant la seule base pour l'incrimination. L'utilisation des caméras intégrées sur le corps des policiers pourrait être utilisée pour améliorer les normes de preuve, pour aussi éviter
des arrestations arbitraires par la police. Donc, c'est cela. La Cour suprême aujourd'hui au Brésil va commencer un cas qui va, on espère, décriminaliser l'utilisation des drogues. Cet événement nous remplit d'espoir pour une nouvelle perspective centrée sur la santé et la santé pour la vie privée. Merci beaucoup de votre attention. Et encore une fois, merci de cette opportunité d'échanger nos expériences et les pratiques en faveur d'un système de justice plus égalitaire pour nos citoyens. Merci. Merci beaucoup, Olivia. C'est une démonstration incroyable de la capacité de comment est-ce qu'on peut devenir une victime du système de justice pénale, et nous applaudissons les efforts de votre pays à essayer de déstructurer ce système de mauvais traitement de cette minorité ou cette catégorie sociale vulnérable. Nous vous souhaitons le meilleur pour vos efforts. Notre prochain intervenant qui va se joindre à nous en ligne, qui s'appelle Gunnar Theissen, spécialiste des droits de l'homme, du service des procédures spéciales au Haut Commissariat des Nations Unies pour la pauvreté extrême. Gunnar, la parole est à vous. Bonjour à tous, chers participants, présidents et participants de la société civile. Je travaille avec deux rapporteurs spéciaux pour la décriminalisation de la pauvreté et pour les personnes sans abri. Et malheureusement, elles ne peuvent pas être avec nous dû à des circonstances particulières au Bangladesh. Et donc, je suis là pour remplacer le haut-commissaire. L'autre rapporteur que je soutiens est le rapporteur pour M. Kapoor pour l'habitat et qui a travaillé sur le mandat de la lutte de la protection des personnes sans abri et de la protection des personnes. La criminalisation de la pauvreté, je dirais que c'est un problème global et qui n'est pas restreint ou particulier à des contextes particuliers. Il y a beaucoup de pays qui ont des législations qui criminalisent le fait d'être sans abri, de dormir dans la rue, de manger, boire ou cuisiner dans la rue ou d'avoir des activités qui permettent de vivre dans la rue, y compris le fait d'exercer le sexe en tant que travail. Et comme cela a été déjà dit, ce sont des personnes qui souffrent déjà de discrimination et qui essayent de survivre. Et quand on visite ces pays avec les rapporteurs spéciaux, vous vous dites alors ce que vous voyez, quoi on voit, et on déteste ce qu'on voit parfois parce que ce qui semble être les législations ou les réglementations locales contre, par exemple, le fait de dormir dans un parc, ça peut être en fait le premier pas d'un processus qui va en plus aller vers des amendes et les gens vont se retrouver peut-être victimes d'arrestations arbitraires ou disproportionnées. Et parce que ces gens n'ont pas d'autres alternatives, les gens n'ont pas accès à la justice. Et parce que ultérieurement, les gens n'ont pas l'argent pour payer les amendes et donc cela va aller s'accumuler en fait et les services d'ordre ou de sécurité vont donc aller plus loin et imposer des sentences de prison finalement. Et il arrive justement dans beaucoup de pays, y compris en Suisse, nous avons eu un cas d'une chanteuse célèbre où la Cour des droits de l'homme européenne a décidé finalement que parce que la personne, en fait, faisait la manche dans la rue et c'est interdit en Suisse
Donc, il y a eu une amende et la personne n'avait pas les moyens de payer l'amende. Et donc, il y a eu une sentence de 5 jours de prison. Et finalement, la Cour a décidé que cette réglementation contre la mendicité n'était finalement pas justifiée par rapport au respect des droits de l'homme et que cette sanction était disproportionnée. Historiquement, plusieurs pays ont des lois contre le vagabondage, ce qu'on appelle le vagabondage, et elles ont exporté ces lois dans le monde de manière à réglementer finalement les populations colonisées. Et ces législations ont permis aux autorités publiques d'arrêter ou d'imposer des amendes aux personnes, de les forcer les obliger à faire du travail forcé. Et dans le système moderne des droits humains, nous n'avons pas tout de suite brisé ce type de loi qui criminalise de manière disproportionnée les personnes pauvres et marginalisées. Et ces lois semblent être complexes. Parfois, elles sont même ils sont abolis et si on observe ces réglementations dans certains pays, parfois certaines réglementations au niveau national ou sous-national ou d'autres réglementations finissent par créer les mêmes effets. Un exemple, ici, nous avons la loi contre le vagabondage en Angleterre qui n'a été aboli que l'année dernière, finalement, après une importante campagne des organisations où et cette loi a permis jusqu'à récemment la détention des personnes juste parce qu'elles dormaient dans l'espace public et avec une amende de 1000 livres dans beaucoup de pays. Donc, malheureusement, la police a la tâche de nettoyer les rues, finalement, dans des campagnes. Et donc, il est important de protéger les personnes contre la discrimination, d'avoir des lois qui les protègent de la violence. Juste pour dire que les personnes victimes des personnes sans abri ont probabilité 7 fois supérieure d'être victimes de violence et la stigmatisation de ces personnes dans les situations où elles sont sans abri et qui sont souvent blâmées pour l'état de la rue ou comme quoi c'est elles qui salissent ou dégradent la rue. Et donc, c'est dans les campagnes où on appelle à des slogans de lutter contre la criminalité ou autre, ce sont des victimes toutes désignées et donc elles se retrouvent arrêtées et mises en détention. Le Conseil a déjà adopté en 2012 des directives pour les droits de l'homme qui dit que les États doivent abroger toute loi qui criminalise la pauvreté ou les activités dans l'espace public telles que le fait de manger, de dormir ou d'avoir des activités d'hygiène personnelle. Elle appelle également les lois à renouveler les activités ou les procédures pour les personnes qui vivent dans la pauvreté. L'utilisation de l'espace public pour également les sanctions contre le non-paiement des amendes. Et de même, rapidement, les États ont été appelés à prendre toutes les mesures afin d'éliminer toutes les législations qui criminalisent ce type d'activité. Donc, nous, en tant que rapporteur spécial, nous disons aujourd'hui que nous travaillons avec la Commission à Vienne et on travaille à améliorer
discuter et nous appelons à nos experts à tenir des réunions et avoir des discussions. Et c'est notre point de vue qui est très important que tous les États représentés et les experts de différents domaines des systèmes de justice pénale qui doivent participer avec la société civile pour travailler sur ce type de problématiques afin de discuter des problématiques ou de ces questions, parce que ce n'est qu'en travaillant ensemble qu'on pourra résoudre ces problèmes qui sont essentiellement des problèmes sociaux et sociétaux qui doivent être traités tels et non pas en tant que problème de justice ou de criminalité. Merci, merci beaucoup, sans perdre plus de temps parce que le temps est assez rapide là. Alors, je voudrais maintenant souhaiter la bienvenue à Monsieur Jesse Bernstein du Bureau d'accès à la justice des États-Unis qui va discuter de ces défis dans le contexte des États-Unis et de la façon dont les États-Unis s'efforcent de résoudre les problèmes de ce type. Merci, merci, cher juge. Et c'est un honneur d'être dans un tel panel, non pas avec un juge, mais deux. Merci beaucoup à Jennifer Smith et à l'International Legal Foundation d'avoir organisé cet événement opportun et important. Notre bureau a été mis en place au sein du département de la justice en 2021. Notre bureau s'assure que tout le monde, tous les individus ont droit à l'égalité et à la dignité. En représentant les États-Unis aujourd'hui, je participe à ce panel avec humilité et respect mutuel. Nous n'avons pas l'intention de proposer une solution unique. Nous sommes ici pour partager les expériences et les défis des États-Unis et discuter de la façon dont nous pouvons nous attaquer ensemble aux inégalités systémiques dans les systèmes de justice pénale du monde entier. D'abord, voici quelques informations sur les États-Unis et je pense que vous allez retrouver beaucoup de ce qu'on a déjà entendu aujourd'hui. Les défis auxquels est confronté le système de justice pénale aux États-Unis sont immenses. Chaque année, environ 600 000 personnes aux États-Unis entrent dans les prisons et les gens sont envoyés dans les prisons de notre pays plus de 10 millions de fois. À l'heure actuelle, environ 2 millions de personnes sont incarcérées dans nos prisons fédérales et locales. Les Noirs américains représentent 38% de la population carcérale, alors qu'ils représentent uniquement 12% de la population américaine. De plus, les pratiques courantes du système de justice, telles que l'évaluation des frais, des amendes ou des citations, peuvent avoir des conséquences dévastatrices pour les personnes incapables de payer. Et les conséquences indirectes peuvent être encore plus dévastatrices. Perte de logement, d'emploi, accès aux nécessités de base et même perte de la garde de ses propres enfants. Lorsque nos systèmes juridiques ont pour effet de criminaliser la pauvreté, cela sape la confiance dans nos institutions et affaiblit la primauté du droit. Elle sape également notre sécurité collective et notre démocratie. Alors, que faisons-nous face à ces défis? Le ministère de la Justice s'est engagé à lutter contre les disparités raciales et économiques dans notre système de justice et une politique qui punisse la pauvreté. Par exemple, en avril de cette année, le système du ministère de la Justice a publié une lettre officielle aux acteurs du système pour les mettant en garde contre l'évaluation des amendes et des frais du système juridique qui peuvent être illégaux, discriminatoires sur le plan racial et pénaliser uniquement les personnes qui pourraient être incapables de payer. La lettre encourage également les intervenants à tenir compte des égalités pratiques qui pèsent contre l'imposition des amendes et des frais sans égard à la capacité de payer. Sur la base de ces directives, nous procédons actuellement à un examen approfondi des pratiques actuelles en matière d'amendes et de frais dans l'ensemble du pays et préparons un rapport soulignant le travail le plus novateur et le plus efficace dans ce domaine par les États, les municipalités et représentants des tribunaux américains. Le rapport va amplifier les efforts déjà en cours dans les États américains où des mesures sont en cours pour réduire les dépendances à l'égard des amendes ou des frais comme source de revenus. Nous espérons que ce rapport et notre travail dans ce domaine serviront de base à un engagement mondial continu. Le rapport servira de ressource pour les organisations, le gouvernement, les universitaires. Nous étudions également comment inclure des leçons et des pratiques mondiales dans le rapport.
Et je crois que c'est important, c'est pour cela que ce panel est important pour nous aujourd'hui. Par exemple, cela pourrait inclure la collaboration avec les parties prenantes internationales pour comprendre le travail actuellement en cours dans ce domaine dans le monde, tel que les systèmes d'amende journalière adoptés par de nombreux pays européens. Nous sommes particulièrement intéressés d'apprendre des exemples de réformes efficaces d'autres gouvernements. C'est très important d'entendre, par exemple, l'expérience brésilienne. Cette commission est axée sur la collaboration et l'avancement dans un sens commun de l'objectif et de la détermination. La résolution proposée par le Canada sur l'accès à la justice maintiendra ces progrès. Nous espérons que cette conversation n'est que le début. Au nom de l'Office pour l'accès à la justice des États-Unis, y compris mes collègues qui sont à Washington et aux États-Unis, nous nous réjouissons à la perspective d'une collaboration et d'un soutien mutuel continu avec le gouvernement et les groupes de la société civile. Nous espérons que ce n'est que le début d'une conversation importante. Merci beaucoup, Jesse. Votre remarque arrive juste à temps pour l'importance d'une discussion d'un groupe d'experts et pour aller de l'avant sur ces questions. Merci beaucoup. Je pense maintenant à mon continent, en allant au Kenya, en invitant Mme Julia Wiyamate-Gankaya, qui est la directrice exécutive de la mission, justement. Donc, Julie, vous avez la parole. Merci beaucoup, honorable juge Malebo. Je vous souhaite la journée. Bonjour de Kenya, ICG Kenya. Heureuse de faire partie de cela, alors qu'on continue à s'engager pour continuer la discussion pour lutter contre les lois discriminatoires et l'égalité au sein du système de justice criminelle. Donc, c'est la décision globale. Donc, a été affectée et continue à être affectée par l'existence de telles lois. Donc, ainsi, pour cela, la situation n'est guère différente. Donc, l'ICG Kenya et ses partenaires sont sur le devant de la scène pour lutter contre ces lois discriminatoires et aussi la pauvreté n'est pas un crime. Comme nous savons, les lois sur la vente dans la rue ou la mendicité, etc., sont encore présentes dans beaucoup de nos pays africains. Beaucoup de longues années après la fin de la colonisation, ces lois continuent à être appliquées, malheureusement, au détriment de beaucoup d'Africains marginalisés et pauvres. Il en résulte que la Cour africaine sur les droits, le continent africain, donc, a émis une opinion pour lutter contre les lois dites vagabondes, plus largement sur cela, et d'autres droits humains applicables en Afrique. La Cour africaine a, dans sa décision, statué que l'existence de telles lois est incompatible avec la Charte africaine et l'accord de Maputo et les droits des enfants, et sur la base de la discrimination à la limite des droits fondamentaux et son application. La Cour a appelé les États membres à s'assurer que les lois sur le vagabondage dans leur pays sont éliminées et qu'elles puissent protéger les droits humains et les libertés fondamentales. En plus, il est évident que les pays sont guidés par les droits humains dans cela. Il faut remarquer et noter que la Cour africaine a clairement eu un impact sur ces lois dans les États membres. Il est encourageant de voir que cette décision a un impact positif dans la situation en Ouganda. La Cour constitutionnelle en Ouganda a émis une décision qui a éliminé les dispositions sur le vagabondage basées sur le principe de liberté du mouvement au Kenya, où je travaille. Nous avons fait un audit global des lois sur la base de la discrimination. Nous sommes dans le processus de présenter un projet de loi au Parlement national qui cherche la décriminalisation et la reclassification de ces lois. De plus, nous avons mis en place des directives sur les condamnations qui encouragent les juges à utiliser des condamnations non punitives, non carcérales pour les petits criminels ou les mineurs. Donc, la décision de la Cour africaine et les principes de la Commission africaine sur la décriminalisation des délits mineurs indiquent qu'un besoin de remédier
d'étudier les rôles du passé et comment toutes les lois, et de faire abolir toutes les lois sur le vagabondage et partager cela, et que ce soit basé sur l'égalité. Il y a un besoin d'un effort continu dans la région africaine et à l'échelle mondiale pour s'assurer que ces lois soient changées et éliminées. Et donc, avec cela, l'ICG Kenya a dit qu'il serait prudent d'avoir un groupe de travail international dans le but d'avoir un guide global qui pourrait être appliqué à l'échelle mondiale. L'ICG Kenya croit que malgré la grande charge de travail qui nous attend, nous devrons continuer sur ce travail et changer ce qui vient à l'avenir. Merci beaucoup de votre travail pour notre cher panel. Et à vous la parole, à notre honorable Jonathan. Merci beaucoup. Donc, je dis ce qui a été dit, ce qui arrive en Europe aussi, quand ce concerne l'adoption de principes donc, généraux qui attestent de ce progrès. Avec cela, il ne nous reste plus beaucoup de temps, donc, mais je vais quand même demander Madame Kate Fox du bureau de l'OHCR donc pour nous faire une toute petite intervention. Madame Fox, vous avez la parole. Merci, juge Makoumé, donc, et la Fondation juridique internationale Foundation. Donc, je suis très heureuse d'être là, d'être ici, de soutenir cet événement. Les droits à la non-discrimination et l'égalité sont des droits qui sont transversaux dans tous les traités sur les droits de l'homme, et le travail de notre bureau, donc, et Gunnar a souligné une partie du travail qu'il fait avec les rapporteurs spéciaux dans le domaine de la discrimination et de l'égalité. Donc, nous, en tant que bureau, nous soutenons l'engagement des Nations unies pour agir contre la discrimination pour les actes qui sont protégés par les lois sur les droits humains. Et donc, et aussi les corps des traités des Nations unies qui font le suivi des droits humains pour cela, qui a adressé un grand nombre de sujets qui sont criminalisés dans beaucoup d'États. Donc, beaucoup de ces questions ont déjà été soulignées ce matin. Ces organismes ont exprimé leurs soucis concernant les lois sur le vagabondage, du non-paiement de dettes, d'être sans domicile, d'adultère, de sexe entre le même genre, de travail de sexe et ce qu'on appelle les crimes donc moraux, donc entre guillemets, donc c'est ça pour lesquels nous avons exprimé notre inquiétude. Et ils ont regardé cela donc d'un point de vue de non-discrimination et d'égalité, de liberté, de la torture et de traitement dégradant, le droit à l'intimité et de la protection contre la torture. Et donc, pour revenir à un article important donc sur le sur les droits, donc c'est l'article 11 qui interdit justement l'emprisonnement sur la base de l'échec ou l'incapacité à remplir un engagement contractuel. Donc, ça cherche à éliminer l'emprisonnement pour la dette et autres. Et donc, pour la cause de pauvreté, entre autres. Donc, nous avons le traité a fourni des directives sur comment traiter tout cela, et la décriminalisation est un point essentiel de cela. Je n'aurai pas plus loin parce que je sais qu'on n'a plus le temps, mais je voudrais aussi dire que notre bureau soutenait aussi le développement, l'élaboration de ce qu'on appelle les principes du 8 mars qui ont été publiés par l'ICJ, donc la Commission internationale du juriste, et que c'est une approche basée sur les droits humains pour l'approche de la loi pénale. Donc, merci beaucoup de nous avoir donné la parole. C'était un plaisir de sponsoriser cet événement très important. Merci beaucoup, Madame Fox. Et je voudrais juste prendre cette opportunité pour remercier tous mes panélistes d'avoir fait partie d'une telle discussion. Nous sommes heureux d'avoir pu tenir cette discussion. Donc, en parallèle de ces réunions, nous discutons justement d'une résolution pour décriminaliser cela. Et dans les systèmes de justice pénale, je remarque que cette résolution qui est en cours de négociation spécifiquement appelle à la mise en place d'un groupe d'experts qui pourrait permettre justement cela, qui pourrait donc justement les leçons apprises et assurer l'accès à la justice sans biais contre cela. Bien que nous connaissons pas encore les résultats de ces négociations, dont nos orateurs aujourd'hui ont illustré combien il est important de faire cela, donc qu'il est important pour faire face à ce problème. S'il vous plaît, rejoignez-moi donc pour applaudir à tous nos panélistes et toutes les remarques très
pertinentes qu'ils nous ont partagées avec nous. Donc, si tout le monde pouvait applaudir. Et merci beaucoup d'avoir été présent. Nous sommes désolés si nous avons débordé un peu sur le temps. Merci beaucoup. On va essayer de continuer cette discussion un autre jour. Merci.